Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Autour du ballon, un tout nouveau concept qu'on a décidé de lancer sur On Parle Sport. L'idée, c'est de faire une série de podcasts sur plein de nations inconnues un petit peu dans le monde du football et aussi des nations européennes qui participeront au prochain championnat d'Europe. Et on commence aujourd'hui par le Danemark et je suis en très bonne compagnie parce que je suis en compagnie d'Antoine. Salut Antoine. Salut Salut, Manu. Et je suis en compagnie d'Antonin. Bonjour salut, Antonin. salut. Bienvenue parmi nous. Et déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Antonin, j'ai 22 ans et je suis co-community manager du compte Nordisk Football et je gère aussi le site internet du même nom. Ok. Et justement, ce compte Twitter, il parle de quoi? En fait, on essaye de traiter toute l'actualité au niveau des équipes nordiques. Donc, ça regroupe plusieurs championnats. Il y a le Danemark, Norvège, Suède, îles Féroé, Islande, un petit peu aussi Groenland. Normalement, j'en ai pas oublié. Finlande aussi. Donc voilà, on traite un petit peu toute l'actualité. Donc ça peut être l'équipe nationale, les clubs, les transferts, les polémiques, les problèmes d'infrastructure, les transferts, enfin absolument tout. Elle est venue de quoi cette passion que tu as pour le football nordique en fait? Pourquoi ces pays-là et pas un autre? En fait, donc c'est pas moi qui a créé le compte Nordisk Football, je l'ai repris plus tard. En fait, c'était pendant le confinement, il y avait plus de foot du tout, il y avait plus que le championnat biélorusse. Alors peut-être que vous avez regardé aussi, mais et en fait, j'étais abonné à Eurosport et une fois j'ai vu la pub, ouais, le championnat norvégien va reprendre ses droits. Bon, comme il n'y avait plus rien, je me suis dit, je vais m'y intéresser et coup de foudre direct. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est des joueurs qui jouent, euh, enfin, ils jouent pas pour l'argent, ils jouent vraiment pour percer. Donc, déjà, c'est déjà une mentalité que moi j'adhère. Et c'était un style de jeu très offensif dans les pays nordiques, parce que le but, c'est de se mettre aussi en avant, et mine de rien, un attaquant sera toujours plus mis en avant s'il marque des buts qu'un défenseur s'il fait de bonnes performances, entre guillemets. Donc même les défenseurs sont amenés à jouer offensivement, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien. Et aussi parce que la politique des clubs nordiques sont tournés aussi vers la formation, donc on peut découvrir de jeunes pépites un peu avant tout le monde, donc c'est sympa aussi. Et c'est quoi toi ton championnat préféré? Ce serait plus la Norvège du coup? Ouais, moi, ce serait plus la Norvège. J'ai commencé sur Nordisk en gérant Nordisk Norvège. Et c'est après que j'ai repris Nordisk Football. Mais ouais, comme j'ai découvert la Norvège en premier, c'est là où je m'y connais le plus, entre guillemets. Donc c'est celui que j'apprécie plus aussi. Mais à force, je connais un peu tout partout. Et depuis que tu suis le champion, depuis que tu suis ces différents championnats, tu as remarqué une évolution dans leur Oui. football? Ouais, bah oui. Déjà, même si c'est toujours dans le même aspect offensif, comme j'ai expliqué juste avant, déjà au niveau des joueurs, on sent qu'il y a beaucoup plus de qualité, notamment en Suède et en Norvège, où il y a vraiment une grosse progression, notamment la Norvège, la Suède un petit peu moins. Mais puis même au niveau des sommes, au niveau des joueurs, on sent que c'est des championnats qui progressent, qui ont de plus en plus de moyens. Et ça se répercute forcément sur la qualité de jeu. Donc on a eu Klaxvik là aux îles Féroé qui a fait la première phase de groupe d'une compétition européenne dans l'histoire de l'archipel, donc c'est pas rien. Et voilà, c'est l'évolution un peu globale du niveau des joueurs et aussi des finances au niveau des clubs. Et bah, pour rentrer dans le sujet, pour parler un peu du championnat danois, Mhm. et je voulais voir, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce championnat, voir un peu comment il se compose? Ouais, en fait, le championnat, il se joue avec 12 équipes. Donc ça joue, je regarde juste mes notes pour être sûr, hein, mais c'est ça de juillet à mars en une phase régulière. Donc les 12 équipes se jouent deux fois chacune. Et à la fin de cette phase régulière, on a 2 mois de play-off où les 6 premiers jouent entre eux pour le titre et les places européennes, et où les 6 derniers jouent entre eux pour ne pas descendre. Donc c'est les deux derniers qui descendent. Et sur les 6 derniers, celui qui termine premier de ce groupe-là a aussi une place ça doit être en Conference League, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, il y a de l'enjeu et en bas et en haut dans les deux groupes. Et pour toi, oui, on a vu donc ces dernières années, on voit souvent Copenhague l'emporter. Est-ce qu'on a vu cette supériorité se réduire ces dernières années? Ouais, particulièrement cette année. Après, je pense que le fait qu'ils ont été loin en Ligue des Champions, ça a aussi joué sur la forme et puis la fraîcheur des joueurs disponibles. Avec des matchs tous les 3 4 jours, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué. Surtout que quand je disais, ça joue offensif, donc c'est très cardio, très athlétique. Donc enchaîner les matchs, ça peut être un petit peu compliqué. Mais surtout, les gros clubs ont vraiment bien bossé ces dernières années, ils se sont bien structurés, notamment dans les centres de formation et dans les infrastructures.
Donc forcément, au bout d'un moment, c'est plus l'argent qui fait la différence. Donc Copenhague a aussi les moyens de se renforcer plus que certains d'autres clubs. Mais d'un niveau purement sportif, bah, on a vu Brøndby qui joue super bien, Midtjylland. Donc là, actuellement, Copenhague n'est plus aussi dominant qu'avant. Je pense que ils pourront peut-être regagner l'année prochaine. Parce que moi, là, je les vois difficilement gagner cette année. Je vois plus Brøndby, mais après, ça, c'est c'est des petits pronostics comme ça. Mais ouais, bah après, c'est comme j'ai dit, c'est de la formation, tout ça. Donc, c'est aussi, il y a des années qui sont mieux que d'autres aussi, quoi. Et en parlant de formation, pourquoi selon toi, il y a autant de jeunes qui sortent? Est-ce que déjà le Danemark le football, il est le sport numéro un là-bas? Oui, enfin, pour moi, ça l'est. Après, avec tout ce qui est biathlon, notamment dans les pays nordiques, enfin, tous les sports d'hiver, c'est assez varié. Mais avec les performances des clubs nordiques, justement, en Europe, il y a de plus en plus de licenciés. Donc, forcément, il y a plus de gens qui s'y intéressent. Il y a certains pays où ça devient aussi un peu plus accessible de jouer au foot. Bon, c'est pas le cas en Norvège actuellement, parce qu'ils connaissent une petite crise économique par rapport à ça, bon, avec l'énergie, etc. Enfin bref. Donc les licences coûtent cher. Donc, bon, la Norvège, c'est un petit peu à part. Mais déjà, il y a plus de licenciés, donc plus de gens qui se regroupent autour de l'équipe nationale. Et surtout qu'il y a de gros investissements faits au niveau de la communication, où on essaye de faire venir des familles, etc. Donc il y a de plus en plus de monde. Donc, et après, pour revenir à la formation de pourquoi il y a autant de jeunes, en fait, les pays nordiques par rapport au top 5 européens, ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc, eux, au lieu de dire on va rivaliser financièrement alors qu'ils peuvent pas, ils se sont dit on va plutôt créer des joueurs pour attirer les gros clubs avec de l'argent en fait. C'est comme ça que fonctionne un peu leur business model. Bon, c'est pas le cas de tous les clubs nordiques, évidemment, mais beaucoup en font partie. Et donc, il y a eu de gros investissements faits dans les centres de formation, dans la formation elle-même, avec des coachs, les infrastructures, etc. Donc, voilà, comme ils ont vraiment misé sur ce marché-là, ça explique qu'au bout de... Là, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils ont commencé à faire ça. Donc là, on a un petit peu les fruits, notamment au Danemark, bah, avec Nord-Jylland, avec leur partenariat avec la Right to Dream Academy au Nigeria. Non, c'est Ghana. Donc voilà, en fait, c'est juste créer de la valeur autour de jeunes joueurs pour ensuite les revendre à prix d'or, entre guillemets. Et justement, pour toi qui as un peu un œil sur ce championnat, tu penses quels joueurs là vont éclater un peu au grand jour dans les prochaines années dans les 5 grands championnats? Bon, je vais parler un petit peu plus du championnat danois, vu que c'est un petit peu le thème. Moi, j'avais noté bah, Rooney Bargi, qui joue à Copenhague, c'est un Suédois de 18 ans. Donc forcément, il est suivi, très très suivi, il est très médiatisé aussi. J'ai noté aussi Oliver Sorensen, qui joue Oui, au Danemark. Qui joue au Danemark à Midtjylland, pardon. même Midtjylland, ouais. Euh, 22 ans, donc forcément, voilà, ça attire aussi les recruteurs. Et puis il y a son coéquipier aussi, Aral Simsir. Si je dis pas de bêtises, il est d'origine turque, lui. Pareil, 21 ans, il joue à Midtjylland. Et pareil, c'est un super joueur, très juste techniquement, qui n'hésite pas à prendre la profondeur. Enfin, il crée du jeu vraiment. Donc, comme je dis, style offensif. C'est des joueurs qui sont à style offensif aussi. Et voilà, bah, Aral Simsir, il est passé en Norvège, justement. L'année dernière ou il y a 2 ans de mémoire à Amcam. Mais voilà, il a perfectionné sa formation là-bas avant de revenir au Danemark. Et donc voilà, pour moi, c'est un peu les trois noms à suivre ces quelques prochains mois. Et après, on avait eu aussi un joueur de Nord-Jylland, j'ai plus son nom en tête, mais qui va signer à Brighton, enfin qui a déjà signé, il part cet été. Je n'ai plus de tête, mais Je vais rechercher ça, ouais, mais oui, on a on entendu l'avait parler, je tweeté. crois. J'en ai entendu parler aussi de ce joueur, justement, qui avait l'air d'être vraiment très intéressant, qui allait signer aussi à Brighton. Et c'est un peu un gage de qualité si Brighton va le chercher. C'est Mais Ibrahim Ousmane, ouais. Je viens de regarder. Contre 20 millions d'euros, donc on sent, enfin, pour un joueur qui est là que depuis 6 mois, ça illustre vraiment ce que j'ai dit juste avant, où bah, il y a eu de la formation de fait, Brighton l'a repéré, boum, 20 millions alors qu'ils l'ont eu gratuitement, c'est énorme. Après, bon, on va pas rentrer dans le débat de est-ce qu'il vaut vraiment les 20 millions, parce que nous, on pense pas vraiment, mais en tout cas, voilà, ça illustre bien ce que j'ai dit juste avant. c'est comme un peu le cas aussi d'Ernest Nuama qui a quitté Norge-Irlande cet été pour signer à l'OL. Est-ce Ouais. que ça valait vraiment ce coup 30, ouais, ils ont payé 30 millions, 35 millions, je crois. On peut se poser la question, est-ce que ça valait vraiment le coup? Mais oui, on en a qui parlent de plus en plus tôt du Danemark, on va dire. Mhm. Ouais, et puis après, c'est toujours pareil. Le Danemark, ça reste un bon championnat, mais par rapport au top 5 européen, c'est pas encore, enfin, c'est pas du tout le même niveau. Donc, on peut toujours se poser la question, est-ce que ça vaut autant le coup de mettre si cher pour un joueur qui n'a pas encore fait ses preuves à haut niveau? C'est toujours.
parce que le potentiel est là, mais des fois la marche est trop haute, trop rapidement. Et il y a des joueurs qui se brûlent les ailes. On a pu avoir Shell d'Europe aussi, là, en Norvège, qui était parti, c'était au Benfica. Et bon, après, il y a eu des problèmes avec le coach aussi, qui lui a pas trop donné sa chance. Mais des fois, les joueurs partent un petit peu trop tôt, parce que bah, ils voient les contrats, ils voient l'argent, etc. Donc forcément, ça se comprend. Mais ouais, faut. Comme les championnats se développent, je pense que l'écart va se réduire aussi les prochaines années, même prochaines dizaines d'années. Et je pense que ça tendra à se stabiliser au niveau comment dire, du gap entre les différentes divisions, quoi. Et tu le placerais où, toi, ce championnat danois, en dessous du top 5, mais où par rapport à la Belgique, ou les Pays-Bas, ou le Portugal, par exemple? C'est toujours compliqué de comparer. Moi, je le mettrais en dessous des Pays-Bas. Et au niveau de la Belgique, ce serait dur de dire que c'est équivalent. Disons qu'il y a des équipes qui pourraient jouer dans le championnat belge et très bien s'en sortir. Mais tout ce qui est bas de tableau au Danemark, ça pourrait pas vraiment jouer le maintien en Belgique, par exemple. Donc c'est assez compliqué. Mais je le mettrais juste en dessous du Pays-Bas et à moitié en dessous de la Belgique, quoi. Donc voilà. Et on peut passer maintenant, ouais, c'est la partie sur la sélection nationale. Pour parler un petit peu de la sélection, on sait que c'est une équipe qui est souvent dure à jouer. Enfin, l'équipe de France, notamment, on les a beaucoup croisés, que ce soit en 2018, en 2022, aussi en Ligue des Nations. Je crois qu'on avait perdu en plus contre eux au Stade de France. Aujourd'hui, dans quel état elle est la sélection danoise? Est-ce que tu penses qu'elle peut faire, elle peut vraiment jouer pas les premiers rôles, mais elle peut vraiment jouer l'équipe poil à gratter à l'Euro? Bah oui, parce qu'il y a quand même une certaine, comment dire, une certaine continuité par rapport à l'équipe bah, qu'on a connue ces dernières années. Il y a toujours les mêmes joueurs, il y a Poulsen, etc. Donc ça reste des joueurs de qualité qui évoluent dans des grands championnats aussi. Donc forcément, ils ont du temps de jeu en plus, donc ils sont toujours dans le même rythme. Donc moi je pense que ça peut être une équipe difficile à battre, mais sans être une des favoris non plus, quoi. Comparé à l'Allemagne, la France, ça n'a rien à voir. Mais oui, oui, pour moi, je pense que ça peut être une équipe compliquée à jouer. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu comme ces équipes-là, comme un peu la Croatie, qui est jamais favorite, mais qui sort jamais en poule, qui va toujours en quart, en demi-finale, un petit peu, qui peut tendre un piège à des équipes, je sais pas, par exemple, oui, ça peut sortir une ou deux grosses nations. Est-ce que tu penses que le Danemark peut faire un petit parcours quand même? Ouais, je pense. En tout cas, ils ont le potentiel. Il y a franchement une bonne cohésion dans le groupe. Il n'y a pas eu de problème ces derniers mois. Là, pendant la trêve, si je dis pas de bêtises, ils ont fait 2 clean sheets en 2 matchs. Ils ont dû gagner deux Ouais. zéro et faire 0-0. Donc, déjà, c'est rassurant avant l'Euro de ne pas prendre de but. Eux, dans la tête, ça fait aussi forcément du bien. Après, bon, c'est sûr que dans leur groupe, là, je regardais, bon, il y a l'Angleterre, donc, qui est forcément favori. Il y a la Serbie, la Slovénie, donc ça sera pas simple non plus. Mais pour moi, ce serait pas vraiment une surprise de les voir, par exemple, deuxième. Bon, premier, je pense pas, parce que l'Angleterre, c'est au-dessus. Mais s'ils arrivent à passer au-dessus de la Serbie, par exemple, moi, je serais pas étonné. Après, je pense qu'ils peuvent, oui, faire un bon parcours. Après, ça dépend du tirage. Ça reste de la chance aussi, ça. Donc, ça dépend qui vont tirer en phase finale, s'ils y vont. Mais oui, pourquoi pas? Ça peut battre, pour moi, par exemple, ça peut battre la Belgique, par exemple. Et pour les gens qui suivent pas trop justement cette sélection, si tu aurais un joueur à suivre, à conseiller aux gens, ce serait qui? Un joueur. Delaney, peut-être, au milieu de terrain. Ok, Pour moi, surprenant comme choix, ouais. oui, bah, en fait, j'essaie de pas trop donner des choix, on va dire, que tout le monde pourrait donner, au moins pour expliquer un petit peu aux gens, pour faire découvrir aussi, pourquoi pas. Mais ouais, pourquoi pas lui? Après, faut qu'il reste stable dans ses performances. Parfois, il a été un petit peu, comment dire, en dents de scie dans ses performances, et justement, rester dans un cadre. Après, justement, la sélection, c'est un cadre qui peut lui apporter beaucoup de bien, d'être autour de ses coéquipiers. Surtout, bah, il parle la même langue, donc ça peut aider aussi à l'entendre sur le terrain et en dehors du terrain, passer des bons moments, etc. Ça joue aussi sur le mental. Donc, ouais, moi, je dirais lui, pourquoi pas. Parce que oui, il y Oui. a quand même une belle génération dans cette équipe, ouais, de cette équipe danoise. Tu penses que ouais, ils sont plus, ils ont on les a connus très défensifs. Est-ce que tu penses avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, les Darami, les Højlund, peuvent aller chercher plus haut même offensivement? Oui. Bah, on a pu voir là pendant la trêve internationale qu'il y a eu deux plans de jeu qui ont été mis en place. Il y a un 4-3-3 qui, selon moi, va être plus utilisé pour les matchs à niveau équivalent, donc par exemple en phase de groupe contre la Slovénie. Et après, il y a un 3-5-2 ou 5-3-2, ça dépend parce que ça joue avec les pistons. Ça dépend de la composition aussi qui va être mise. Mais ouais, un 3-5-2 où justement là, on pourrait apporter cette phase offensive.
notamment en transition. Par exemple, quand ça va jouer des grosses équipes, ça pourrait être de jouer à 5 derrière, et selon l'évolution du jeu au moment donné, partir vite en contre-attaque. Il y a des profils qui sont intéressants avec ça, et puis avec des pistons sur les côtés, ça peut aller vite aussi. Donc je pense qu'en fait, ils peuvent être dans les deux situations. Ils peuvent jouer vraiment défensif, mais en fait, là où ils vont être le plus amenés à jouer défensif, c'est là où ils vont être aussi amenés à jouer le plus offensif, je pense. Je voulais voir aussi avec toi le championnat danois. Est-ce que pour toi, il sert de tremplin de la Scandinavie vers l'Europe? Est-ce qu'on a des joueurs par exemple, de Suède, d'Île Féroé qui viennent ensuite faire une étape intermédiaire au Danemark avant d'ensuite passer dans un gros championnat? Oui, il y en a. Après, souvent, les joueurs qui y vont, enfin, ça dépend des profils, évidemment. Mais je pense pas qu'ils le voient vraiment comme une étape intermédiaire, dans le sens où l'écart est pas forcément très élevé. Ça dépend des clubs aussi. Ok. Mais Mm. oui, ça peut être une première approche, déjà, dans le simple fait de jouer sur 2 années différentes. En Norvège, en Suède, aux îles Féroé, en Islande, en Finlande, ça joue sur une année civile. Donc ça commence, là, ça va commencer début avril, ça finit début décembre, parce que comme l'hiver est très compliqué là-bas, ils peuvent pas jouer pendant l'hiver. Donc déjà, pourquoi pas juste déjà faire une saison, on va dire, normale, comparée au championnat du top 5 européen. Mais après, au niveau du niveau de jeu, je pense pas. Après, il y en a qui le font, hein, c'est sûr. Bah, comme je disais, Simsir, juste avant, il a fait un petit détour en Norvège, il est arrivé au Danemark. Schelde, pareil, il était en Norvège, il était à Bodø/Glimt, il est arrivé à Nord-Jylland. Donc, ça peut servir de tremplin, mais c'est pas. Par exemple, je sais que les Pays-Bas, les gens nordiques aiment beaucoup les Pays-Bas parce que c'est vraiment pile entre les pays nordiques et le top 5 européen. Et en plus, ils ont des équipes qui peuvent vraiment jouer l'Europe, comme l'Ajax, le PSV Eindhoven, etc. Donc, mais oui, ça peut servir de tremplin, mais c'est pas l'option privilégiée en fait. Et pour finir, si tu devais nous conseiller une équipe à suivre pour cette fin de saison et un joueur à suivre pour cette fin de saison. Ouais, une équipe à suivre. J'ai envie de dire Brøndby quand même pour le titre, parce que tout le monde voyait Copenhague forcément au début de saison, et pour moi, c'est plus eux qui ont la régularité pour aller jusqu'au bout. Bon, là, Copenhague a plus grand-chose à jouer à part ça, mais on sent que Brøndby, quand même, c'est très très solide. Midtjylland, pareil, ça manque de régularité avec leur buteur coréen. Bon, je saurais pas trop dire le nom, je suis désolé, mais euh, parfois il a les occasions de but, il les met pas, ça peut pénaliser l'équipe. Donc voilà, pourquoi pas Brøndby. Et après, en joueur à suivre, il y avait Daniel Wass, si je dis pas de bêtises, au milieu de terrain, Ok. Brøndby, il semble. J'ai pas envie de dire de bêtises, je vais regarder si c'est ça. Oui, la Mais Bondy qui était à Évian Antonio Gaillard, Valence et qui est parti qui est retourné au pays, ouais. Du coup, attends, j'ai un doute. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Tac, 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 Daniel Wass, 34 ans, oui, c'est ça. Et oui, parce que je vois encore au milieu de terrain, en fait, enfin, c'est un peu lui qui gère tout au milieu de terrain. C'est lui, il fait pile la passerelle entre la défense et l'attaque. Et sachant qu'ils évoluent en. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va être en 3-4-2-1. Oui, c'est ça, ça existe ça. Donc 3-4-2-1. Et c'est lui qui fait un petit peu le relais entre entre la défense et l'attaque, en fait. Et donc, c'est un peu lui la pièce maîtresse. Donc, pourquoi pas suivre? Surtout, justement, comme il est passé en France, de redécouvrir le joueur. Surtout que il approche bientôt de la retraite. Donc, je sais pas si ça sera sa dernière année, mais en tout cas, on est dans les dernières années. Donc, voilà, c'est un peu l'occasion de le redécouvrir. Et pour revenir un peu à toi, t'es déjà allé voir un match dans les pays scandinaves? Non, pas encore, mais j'avais été voir Rennes-Rosenborg, ça doit être en Conference League, là, il y a deux Ok, trois ans. ouais. Mm. Et cet été, je vais à Oslo, donc je vais aller essayer de voir 3-4 matchs. Il y a Lillestrøm, il y a Vålerenga, le FK Lyn, tout ça. Donc, Moi, c'est mon objectif, c'est d'aller voir le derby Copenhague-Brøndby. ouais, ah bah oui, ça, c'est une ambiance, c'est fou, hein, enfin, comme tous les derbies, mais ouais, non, il y a une très très grosse ambiance. Puis en plus, enfin, moi, tu vois, j'habite en Normandie, donc, tu vois, c'est quand même assez proche, c'est relativement proche avec les avions, tout ça. En partance de Paris, ça va vite, quoi. On peut se faire un week-end à Copenhague sans souci. Manu, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, juste merci. Merci d'avoir pris ton temps. Merci pour ton éclairage sur ce championnat danois. C'est vrai qu'il n'est pas très très suivi, mis à part ceux qui aiment bien les petits cracks, les petits joueurs de ballon qui connaissent certains joueurs. Mais c'est vrai que c'est un championnat qui n'est pas très connu parce que c'est pas à côté de chez nous et c'est pas très médiatisé en France. Donc merci pour ça.
Et c'est tout ce que je vais pu dire. Bah, merci aussi aux gens de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce tout premier épisode d'Autour du ballon. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. Petit indice sur le prochain épisode, c'est hors de l'Europe. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Euh, Comme indice, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Nordisk Football, du coup, sur Twitter et à suivre ce qu'ils font sur Internet. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo. Encore merci, messieurs, pour ce moment. C'était On parle sport et à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt.